J'ai appris des chants de bataille et des visages de ceux qui luttent, et de leur cœur tout le courage, puisé à même ceux qu'ils croient juste. Quelque chose comme un grand peuple. Je n'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. Je veux remercier du fond du cœur tous les Québécois, dans tous les coins du Québec, qui n'ont pas eu peur du changement nécessaire dans le Québec. Je voudrais remercier aussi et féliciter dans tous les coins du pays tous ceux qui, depuis une dizaine d'années, des milliers, et encore depuis un mois, ont travaillé si fort d'une façon surhumaine pour amener ce résultat qui est venu, pensons-y, en une dizaine d'années. C'est tellement vite dans l'histoire d'un peuple. On n'est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple. René Lévesque. L'histoire de René Lévesque tient beaucoup du western classique. Cette histoire, c'est celle d'un rebelle turbulent qui ne fait jamais rien tout à fait comme les autres, qui apprend un anglais de ruelle, qui sèche ses cours pour jouer au poker, qui s'engage comme correspondant de guerre alors qu'il est pacifiste et pas vraiment encore journaliste. Le plus grand premier ministre de l'histoire du Québec n'a même pas fini son baccalauréat. Sauf que le rebelle a du charisme et sait rassembler. Il sait écouter aussi, mais sans juger. Profondément honnête, il catalyse tout un peuple en demeurant à son diapason. Il en devient tout naturellement le héros derrière lequel on se rallie. Des millions de Québécois se reconnaissent en lui. Puis, à la fin, c'est le duel ultime contre le traître, évidemment. L'évêque est indéfectible, mais son peuple hésite, chancelle, si bien que le traître triomphe. L'évêque ne s'en relèvera pas. Il accède dès lors au rang de martyr. Depuis, il y a 2 raisons pour faire l'indépendance. Pour nous-mêmes et pour lui. J'ai appris des chants de bataille. Et j'ai porté les espérances jusqu'à l'aube de mon pays. S'étonnera-t-on que ce sont les Jésuites qui aient formé René Lévesque, au Collège de Gaspé, puis au Collège Saint-Charles-Garnier de Québec. Il le dote d'une solide formation classique et lui inculque des valeurs profondes sur l'importance de préserver nos traits nationaux, en particulier en Gaspésie, où l'anglais est si bien vu et le français, la langue des pêcheurs et des colons misérables, si avili et dévalorisé. Arrivé à l'Université Laval, son intérêt pour les études s'émousse et il préfère s'exercer comme annonceur radio plutôt que d'explorer les subtilités du droit romain. La guerre lui ouvre une porte qu'il n'hésite pas à franchir. Devant la menace de la barbarie nazie, le monde change rapidement. René Lévesque veut participer à la lutte, mais surtout pas comme soldat de l'Armée royale du Canada, mais bien comme un correspondant de guerre de l'Armée des États-Unis. Durant la reconquête de l'Europe, il est en première ligne, accompagnant l'armée de Patton. L'un des premiers à pénétrer dans un camp de la mort, celui de Dachau, en Bavière, il en rend un témoignage poignant. À son retour du front, il a gardé le goût du monde et entre à Radio-Canada pour en parfaire sa connaissance. Correspondant de guerre en Corée en 1951, il accompagne notamment les soldats québécois. Quand il est ici, le journaliste vedette voit bien les défauts du Québec duplessiste, mais il est davantage attentif alors aux soubresauts d'un monde en pleine guerre froide propulsé dans l'ère atomique. On s'étonnerait aujourd'hui qu'une simple émission d'affaires publiques ait joué un si grand rôle. Quand Lévesque prend la barre de l'émission Point de mire en 1956, c'est l'occasion de sa première véritable prise de contact avec le public québécois. Pour la première fois, un animateur de télévision s'adresse aux téléspectateurs en des mots de tous les jours sans les prendre pour des imbéciles. C'est de là que date son extraordinaire complicité avec son peuple. Si Point de mire révèle René Lévesque au public québécois, la grève des réalisateurs de Radio-Canada, qui s'amorce à la fin de 1958, révèle Lévesque à lui-même. Il prend alors la mesure du mépris dont les travailleurs francophones sont l'objet. Il réalise aussi la force d'un mouvement collectif et combien son peuple est alors prêt à se mettre en marche. Le train de la Révolution tranquille s'ébranlait alors et Lévesque allait être un des premiers à sauter à bord. En rêvant pour la première fois de quelque chose comme un grand peuple. Maître chez nous. Ministre vedette de l'équipe du tonnerre de Jean Lesage, René Lévesque ne tarde pas à bousculer ceux qui veulent tranquillement remplacer l'Ancien Régime.
On oublie souvent aujourd'hui que sa grande quête, à part la souveraineté, fut de combattre la corruption et la fraude électorale. Tant que René Lévesque put y voir, jamais, ni avant ni depuis, la politique au Québec ne fut aussi propre. Son projet de nationalisation de l'électricité ne passe pas auprès du premier ministre Lesage. Mais Lévesque n'en démord pas. Avec son équipe, il monte donc soigneusement son dossier, allant même chercher des garanties financières à Wall Street. Finalement, il force la tenue d'une élection générale sur ce seul thème et autour d'un slogan qui fera date, « Maître chez nous ». C'est gagné. Ce peuple de porteurs d'eau devient du coup seul propriétaire de toutes ses ressources hydroélectriques et bâtit depuis des barrages dignes des pyramides, et ce, en français. Félix Leclerc dira de lui « Dorénavant, il fera partie de la courte liste des libérateurs de peuple ». Mais Lévesque voit bien que l'aboutissement normal de la Révolution tranquille doit être la souveraineté. Il claque donc la porte du Parti libéral en 1967 et fonde le Parti québécois l'année suivante. Il ne fut ni le premier souverainiste, ni même le plus ardent. Sa contribution essentielle aura cependant été d'insuffler la confiance à son peuple et de rallier autour de cette idée des Québécois de toutes les allégeances, de toutes les régions. S'opère alors l'osmose entre lui et les Québécois. Nombreux sont ceux qui ne partagent pas ses idées, mais tous l'aiment et l'apprécient comme un ami. Pour toute une génération, il devient Tipouel. La victoire du Parti québécois, le 15 novembre 1976, il la décrit ainsi. « À mon humble avis, je ne sais pas comment l'évaluer, mais je suis sûr que c'est à peu près, politiquement, la plus belle et peut-être la plus grande soirée de l'histoire du Québec. » Le gouvernement qu'il dirige, de 1976 à 1985, sera le plus réformiste et le plus novateur que nous ayons connu. Tout y passe. Financement des partis politiques, protection du consommateur, protection du territoire agricole, loi anti-briseur de grève et, bien sûr, la Charte de la langue française qui fait du français la langue commune au Québec. On tarde cependant à déclencher ce fameux référendum qui doit permettre au Québec de franchir une étape cruciale en devenant un pays comme les autres. C'est finalement une défaite cuisante le 20 mai 1980. Les Québécois n'ont pas suivi Lévesque. Attendez que je me rappelle, De Gaulle se ralliant à nos cris. Et 76 comme un poème, et des combats de toute une vie. Le duel contre Trudeau. Depuis le début des années 60, le Québec résiste à toute réforme de la Constitution canadienne puisqu'il risque d'en faire les frais. Profitant de l'affaiblissement de Lévesque après le référendum, Pierre Elliott Trudeau entreprend immédiatement de faire adopter une nouvelle constitution canadienne qui ne reconnaît ni la nation québécoise ni de pouvoir spécifique au Québec. Lévesque riposte, s'alliant à 7 autres provinces contre Trudeau. Croyant remporter son duel, Lévesque est démoli au matin du 5 novembre 1981. Pendant la nuit, l'homme des basses œuvres de Trudeau, un certain Jean Chrétien, a réussi à isoler le Québec qui se retrouve à 1 contre 10. Lévesque conteste alors ce geste devant la Cour suprême en invoquant le droit de veto du Québec. Le jugement lui donne raison, mais permet à Trudeau de faire ce qu'il veut. Le rapatriement sans le consentement du Québec est illégitime, mais légal. Lévesque est à bout. Lui qui devait conduire son peuple à la souveraineté doit accepter une diminution de ses pouvoirs et se plier à une constitution que le Québec n'a pas signée. À sa mort, le 1er novembre 1987, des dizaines de milliers de personnes défilent devant sa dépouille exposée à Montréal et à Québec, lui rendant hommage comme à un membre de leur famille. On exprime bien sûr de la reconnaissance, mais aussi une pointe de culpabilité envers celui qu'on a souvent envoyé seul pour venger nos rancœurs. Alors qu'il menait pour nous un combat historique, couette au vent et cigarette au bec, il fut souvent abandonné par les siens et laissé à lui-même. Il demeure dans les mémoires ce Québécois du 20e siècle, respectueux des autres, prudent à l'excès et maître de la double négation. On n'est pas un petit peuple. En fait, il sut surtout rassurer son peuple, même au milieu des épreuves, même quand c'est surtout lui qui prenait les coups et puis nous chantait « à la prochaine fois ».
J'ai appris des chants de bataille et des visages de ceux qui luttent, et de leur cœur tout le courage, puisé à même ce qu'ils croient juste. Puis j'ai foncé tout droit devant, comme ceux qui avancent en sachant qu'ils ne seront plus jamais les mêmes pour ce qu'ils défendent et ce qu'ils aiment. En rêvant pour la première fois de quelque chose comme un grand peuple combattant, jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à la naissance d'un grand peuple. Et j'ai porté les espérances jusqu'à l'aube de mon pays. J'ai vu poindre la délivrance en un seul mot, en chaque oui. Attendez que je me rappelle de Gaulle se ralliant à nos cris, et 76 comme un poème et des combats de toute une vie. En rêvant pour la première fois de quelque chose comme un grand peuple combattant, jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à la naissance d'un grand peuple. En rêvant d'une prochaine fois de quelque chose comme un grand peuple combattant pour une ultime fois et l'indépendance.